Bien, mes chers collègues, je vais déclarer ouvert ce conseil municipal en vous saluant les Libournaises et les Libournais qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier, puisque je vous le rappelle, ce conseil, comme tous les conseils, est retransmis. Avant de donner la parole à Antoine Leny pour que notre collègue fasse l'appel, je voudrais accueillir au sein de cette assemblée une nouvelle conseillère municipale. Vous le savez, suite à la démission de Valdo Duclos, en date du 29 décembre dernier, pour des raisons purement personnelles, nous accueillons Laurence Garot, qui a accepté de siéger au sein de ce conseil, et je l'en félicite. Je donne désormais la parole à Antoine pour faire l'appel. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Bonsoir. Monsieur Philippe Buisson. Présent. Madame Laurence Roued. Monsieur Jean-Philippe Legal, excusé, donne pouvoir à monsieur Bilal Aloul. Madame Agnès Séjourné. Monsieur Jean-Louis Arcaraz. Madame Anne-Marie Pregnitz, excusé, donne pouvoir à madame Agnès Séjourné. Monsieur Christophe Luc Robin. Madame Sandy Chauveau, excusé, donne pouvoir à monsieur Philippe Buisson. Monsieur Thierry Marty, excusé, donne pouvoir à madame Gabi Hopper. Madame Marie-Sophie Bernado. Monsieur Denis Sirdé. Madame Julie Dumont, excusée, donne pouvoir à madame Agnès Séjourné. Monsieur Régis Grelot, excusé, donne pouvoir à madame Laurence Roued. Monsieur Baptiste Rousseau, excusé, donne pouvoir à madame Laurence Roued. Madame Gabi Hopper. Monsieur Laurent Kermabon. Madame Marie-Noël Lavie, excusée, donne pouvoir à monsieur Denis Sirdé. Madame Monique Julien. Monsieur Jean-François Lestrat. Madame Esther Schreiber, excusée, donne pouvoir à madame Gabi Hopper. Monsieur Michel Galland. Madame Karine Beruel, excusée, donne pouvoir à Marie-Sophie Bernado. Monsieur Bilal Aloul. Madame Sabine Agoun, excusée, donne pouvoir à monsieur Philippe Buisson. Monsieur Daniel Beaufils, excusé, donne pouvoir à monsieur Jean-Louis Arcaraz. Madame Bénédicte Guichon, excusée, donne pouvoir à monsieur Denis Sirdé, Madame Juliette Heurtebis, excusée, donne pouvoir à monsieur Laurent Kermabon. Antoine Leny, présent. Monsieur Charles Pouvreau. Madame Edwige Nondedeux, excusée, donne pouvoir à monsieur Charles Pouvreau. Monsieur Christophe Dardenne. Monsieur Gonzague Malherbe, madame Marie-Antoinette Dallet, monsieur Christophe Gigot et madame Laurence Garot. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Et je précise que Laurence Garot aura donc naturellement une délégation. Elle sera déléguée relative à la vie associative, ce qu'avait comme délégation Valdo Duclos, mais à cette délégation, nous rajoutons l'éducation populaire et l'égalité femmes-hommes, en particulier en prévision du 8 mars prochain. Je vous propose également d'accepter que Mme Garot siège au sein des commissions de travail municipales suivantes, à savoir démocratie participative et vie associative, le défi climatique, transition écologique, mobilité, nature en ville, et enfin, éducation, enfance, jeunesse. Communication des décisions. Est-ce que ça amène... Oui, monsieur Malherbe. Oui, merci Monsieur le maire. Juste une question pour Monsieur Sirdé concernant les lignes sur les emprunts contractés. Vous savez que j'attire une attention particulière sur l'endettement de la ville. Et donc vous annoncez 5,5 millions d'euros contractés avec le Crédit Agricole. Donc de mémoire, au budget primitif, on avait 9 millions d'emprunts prévus et un peu plus de 2 millions d'euros prévus lors d'une décision modificative. Donc ma question est toute simple. Est-ce que ces 5,5 millions d'euros sont en quelque sorte des emprunts qui étaient prévus donc, par ces budgets-là? Est-ce que c'est compris donc, sur le budget 2020 ou est-ce que c'est une avance sur le budget 2021? Je vous remercie. Monsieur l'adjoint aux finances. Monsieur le conseiller, chers collègues, c'est les deux. Non, on a utilisé les autorisations d'emprunt qu'on avait au budget primitif et au budget et à la décision modificative. Mais vous verrez par exemple sur le Crédit Agricole, il y a 3 emprunts qui concernent la ville parce que nous n'avons pas mis les mêmes dates d'échéance. Il y a un emprunt qui a été fait avant le 31 décembre, un autre qui doit être fait avant le 31 mars et un autre avant le 30 juin. On a fait ça pour pouvoir répondre d'une part à nos besoins du premier semestre, avant le vote du budget, et d'autre part pour préserver des taux d'intérêt qui étaient très faibles.
ils vont entre 0,62 pour ceux de décembre à 0,67 pour celui de juin. On paye un peu plus cher parce qu'on demande l'autorisation de contracter que 6 mois après ou 7 mois après. Voilà. Merci. Ça répond à vos questions. Je vous remercie. Sur la communication des décisions a été faite. Je ne reviens pas sur l'installation de Laurence Garot, simplement pour une petite délibération qui est connexe, la désignation d'un délégué au réseau national des maisons associatives et donc naturellement modifier notre représentation qui était jusqu'alors portée par Valdo Duclos et la faire porter désormais par Laurence Garot. Avec votre accord, je vous remercie. Avant de passer la parole à Laurence Roued, peut-être 2-3 mots sur, pas forcément sur la situation Covid, puisque le directeur de l'hôpital s'est exprimé devant la CALI, mais vous le savez, Monsieur le Président comment ça s'appelle ? Du conseil de surveillance de l'hôpital, la situation évolue tranquillement, mais sérieusement quand même en territoire libournais. L'hôpital s'est mis en tension et la situation est sous contrôle, mais enfin elle est quand même périlleuse. Dire aux Libournais qui nous écoutent qu'il y a toujours un centre de dépistage au sein des anciennes casernes de l'Ézogue, qui est ouvert tous les jours, sauf le samedi et le dimanche, les après-midi, et qui nous permet d'assurer plus d'une centaine de dépistages par jour, et c'est tant mieux. Et puis, vous dire que nous sommes toujours dans l'attente de l'ouverture de nouveaux créneaux pour amplifier la vaccination des Libournais au sein du centre de vaccination situé au gymnase Jean Mamère, l'ex-COSEC. Le Premier ministre, à l'instant, a annoncé plus d'1 million de créneaux ouverts dès demain. J'imagine que ça va concerner le territoire libournais. Et donc, je les invite dès demain. Nous sommes dès à présent en contact avec Doctolib, avec santé.fr, enfin l'ARS, pour que dès demain, nous puissions ouvrir des créneaux nouveaux pour la première vaccination. Et j'imagine que ces créneaux se situent à échéance du 15 février prochain. En tout cas, par les réseaux sociaux, par les réseaux de la ville, nous vous tiendrons informés de cette disposition qui accélère ou qui, à minima, maintiendra le flux d'une centaine de vaccinations au sein des locaux de ce gymnase. Je me réjouis à Libourne, une nouvelle fois, que nous ayons ouvert ce centre de vaccination, puisque c'est le seul centre de vaccination hors hôpital de Gironde, et qui vient en complément avec le centre de vaccination du centre hospitalier, qui, lui, s'occupe essentiellement des soignants, des EHPAD, mais qui a commencé quand même à vacciner les plus de 75 ans. Je voudrais également avoir une pensée pour nos concitoyens qui vivent les inondations. Libourne n'est pas énormément touché. Je veux saluer les efforts qui ont été faits par nos services techniques pour sécuriser les sites, sécuriser les berges. En tant que président de la CALI, je me suis beaucoup déplacé cet après-midi auprès des élus et des communes, elles, plus largement concernées par les inondations. Je vais dire que la situation est sous contrôle, mais que s'il le fallait, la CALI serait un outil de solidarité pour essayer de sauvegarder les biens et les personnes autant que faire se peut. C'est aussi l'occasion de rappeler que parfois le PPRI, c'est un outil contraignant. Madame l'adjointe, vous le faites appliquer, vous avez bien raison, par vos services d'urbanisme, mais qui, dans des circonstances telles que celle-ci, que nous n'avions pas vues depuis plus de 20 ans, nous permettent d'avoir la plupart des bâtiments hors d'eau. Et c'est heureux, et je pense en particulier aux nouveaux bâtiments qui se situent sur les quais.
Donc j'en appelle aussi au civisme de nos concitoyens. Quand on met des barrières, des panneaux de signalisation pour empêcher le stationnement, ce n'est pas pour rien, parce qu'à Libourne, il y a une particularité, c'est le marnage. C'est-à-dire qu'on peut venir à 10 heures, on est très loin de l'eau, et on peut revenir à midi avec sa voiture, les roues dans l'eau. C'est malheureusement ce que nous avons constaté trop grandement encore ce week-end. Mais Libourne, par rapport à bien d'autres territoires, et là je veux penser notamment au sud Gironde, à La Réole, à Langon et tous ces territoires de l'entre-deux-mers s'en tirent bien, et j'exprime naturellement mes voeux de rapide rétablissement à ces communes beaucoup plus concernées que nous. Madame la première adjointe, une modification du tableau des effectifs. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, donc la délibération traditionnelle, il n'y a pas de création nette de postes dans ce que nous vous proposons aujourd'hui, mais simplement des évolutions sur des mouvements de personnel dus soit à des mobilités, c'est le cas de la première sur la police municipale, puisqu'un agent de la police municipale a muté vers une autre collectivité, on l'a remplacé, donc il faut évidemment adapter les postes, et puis des départs en retraite au centre technique municipal avec également des nouvelles arrivées en remplacement, et comme vous le voyez avec l'évolution des grades, le fait que ce fameux effet Noria, puisque les nouveaux arrivés sont moins gradés, moins avancés que ceux qui partent en retraite, une évolution à la direction de l'éducation pour un agent qui modifie le temps de travail de son poste, et voilà l'ensemble des mobilités sur les effectifs, monsieur le maire. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas de questions, c'est adopté. Vous gardez la parole pour la mise en place de la CLAVAP, c'est-à-dire la commission locale du site protégé remarquable. Alors c'est une mise à jour et une évolution sur cette CLAVAP. Oui, il y a une erreur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un dossier que l'on travaille et que l'on suit avec mon collègue Christophe Luc-Robin au titre de l'urbanisme pour ma part et du patrimoine pour lui. Il y a une erreur dans la délibération, donc vous devez noter qu'il s'agit de la commission locale du site patrimonial remarquable, création et composition, et non pas site protégé remarquable. Donc c'est une évolution, effectivement. Nous avons une AVAP sur Libourne depuis quelques années, ère de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Cette AVAP, elle a 5 ans d'existence, donc c'est le moment de s'engager dans une réflexion, d'avoir un peu de temps de recul et de réflexion sur les fruits qu'elle a portés et sur comment on peut la faire évoluer. Et puis de toute façon, la législation nous propose de la faire évoluer en site patrimonial remarquable. Donc on crée cette commission et elle nous permettra d'avoir, elle a 2 grands objectifs. D'abord, elle va accompagner le travail qui sera mené par Christophe Luc-Robin sur la recherche du label Ville d'art et d'histoire, et elle va accompagner les travaux de l'ensemble des missions de revalorisation du patrimoine et de notre urbanisme, en particulier en cœur de ville, pour nous aider sur l'évolution de la VAP et de ce site patrimonial remarquable, et également à la demande de l'architecte des bâtiments de France pour accompagner l'architecte des bâtiments de France sur la prise de décision sur quelques dossiers qui seraient particulièrement remarquables et sur lesquels il aurait besoin de l'avis de cette commission. Donc c'est une évolution sur le fond, un renforcement des missions de cette commission, et une mise à jour évidemment de sa composition qui répond à l'instauration la composition d'une commission suivant un décret. Donc il y a des membres de droit, à commencer par vous, monsieur le maire, vous serez président de la commission, le préfet de la Gironde, le directeur régional des affaires culturelles et l'architecte des bâtiments de France sont les 4 membres de droit de cette commission. Et ensuite, ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est de nommer des membres qui doivent être représentés par tiers, un tiers de représentants désignés par le conseil municipal en son sein, un tiers de représentants d'associations qui ont pour objet la protection, la promotion, la mise en valeur du patrimoine, et un tiers de personnalités qualifiées.
Donc, après travaux en commun avec Christophe-Luc Robin, nous vous proposons pour les représentants au sein du conseil municipal en membre titulaire moi-même et suppléant Jean-Philippe Le Gall, titulaire Christophe-Luc Robin et suppléant Jean-François Lestrade, et pour la représentation de l'opposition, titulaire M. Charles Pouvreau et suppléant M. Gonzague Malherbe. Pour les associations, eh bien, ce sont les associations avec lesquelles on a l'habitude de travailler sur Libourne et qui sont intéressées à notre patrimoine, donc la Société historique et archéologique de Libourne, l'OPAL, l'Organisation et promotion du patrimoine libournais, et l'Union des villes bastides de l'Entre-deux-Mers du Libournais. Et à chaque fois, il reviendra au président de ces associations de nous désigner les membres titulaires et suppléants. Pour les personnalités qualifiées, nous vous proposons M. Christian Martin en titulaire et Mme Fanny Bess en suppléant. Ce sont des architectes du patrimoine. Nous vous proposons Élodie Vouillon en titulaire et Pascal Morin en suppléant. Élodie Vouillon est la directrice du CAUE de la Gironde et M. Morin est l'architecte conseil du CAUE qui intervient sur le secteur de Libourne. Donc, ils sont particulièrement intéressés par nos sujets et ça nous permet de continuer à développer le partenariat avec le CAUE. Et enfin, Gilles Chambon et Nicolas Ducrot, qui sont des architectes également et qui nous ont déjà accompagnés sur des projets libournais. Voilà, monsieur le maire. Merci. Avec une précision, c'est que nous ouvrons 2 places aux membres des oppositions ou des minorités. En tout cas, c'est normal, mais ce n'était pas une obligation. Je l'ai souhaité ainsi dans l'état d'esprit de gouvernance que nous portons depuis le début de ce mandat. Avec votre accord, c'est adopté. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Agnès Séjourné pour quelques délibérations classiques, en vous précisant néanmoins préalablement que nous retirons, suite à une commission, je ne sais pas laquelle d'ailleurs. Oui, non mais quelle commission ? Commission Finances. Nous retirons la délibération qui visait au dispositif d'aide aux particuliers pour l'achat des bornes anti-moustiques parce qu'elle n'était pas suffisamment serrée. On pouvait penser qu'on allait aider les personnes qui achètent des bombes anti-moustiques ou des... Bon. Donc c'était pas ça le sujet. Ce qui fait que notre collègue Marie-Noëlle Lavie présentera au prochain conseil le dispositif global que nous avons engagé et qui est fort conséquent et relativement innovant sur la lutte anti-moustique. Nous le présenterons au prochain conseil en même temps que cette délibération qui mérite d'être précisée. Et je crois que ce sont d'ailleurs des élus d'opposition qui nous ont fait cette remarque et elle était tout à fait justifiée. Madame Séjourné, donc pour une première convention de partenariat que nous avons déjà abordée d'ailleurs entre la ville de Libourne et le CEREMA. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Oui, exactement. En fait, là, c'est l'acte 2 de notre partenariat avec le CEREMA. L'acte 1 étant la demande de subvention que nous avions passée au mois de décembre lors de notre dernier conseil. Donc, pour rappel, le CEREMA, c'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Donc, un établissement public qui dépend de la double tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires et qui vient en appui de nos politiques publiques. Donc, la convention que je vous propose d'autoriser, monsieur le maire, à signer ce soir vise à établir entre le CEREMA et notre ville un plan nature en ville et adaptation au dérèglement climatique. Ça s'articulera autour de 6 volets. Donc, premier volet, la cartographie des îlots de chaleur. Deuxième volet, une déclinaison des trames vertes et bleues pour les continuités écologiques. Un volet sur la désimperméabilisation du sol. Un volet Sésame consacré aux services écosystémiques. Un avant-dernier volet sur la sensibilisation et la communication. Et un volet particulièrement adapté à notre ville de Libourne qui concernera un site démonstrateur. Voilà. Donc, je parlais au mois de décembre de l'urgence et donc du côté prégnant de passer ce genre de convention. Au mois de décembre, on avait comme information que 2020 se classait parmi les 3 années les plus chaudes jamais enregistrées. Là, au 1er février, une étude de Météo France nous annonce qu'on irait probablement vers les tendances les plus hautes des rapports du GIEC en matière d'évolution des températures avec des estimations qui frôlent les 6 degrés. Donc il y a vraiment, vraiment urgence
à adapter nos politiques publiques au dérèglement climatique. Voilà, donc je vous propose donc d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention de partenariat. Merci. En tout cas, 2021 part sur sur de forts mois de pluviométrie. Hein. Ouais. Avec votre accord, c'est accepté les classiques délibérations d'aide aux particuliers pour commencer l'équipement d'une protection anti-pigeons. Voilà, donc on est dans le volet des dispositifs d'aide que nous avons l'habitude de passer chaque année. Donc le premier concerne les dispositifs anti-pigeons, qu'il faudrait plutôt appeler des dispositifs anti-mouettes, puisque ce sont des pics spécifiques anti-mouettes. Donc deux cas de figure, un immeuble commun, auquel cas nous pourrons apporter une aide à hauteur de 30% du montant hors taxe des fournitures et travaux aux Libournais qui le souhaiteront. Et pour le cas des bâtiments classés d'intérêt patrimonial, cette aide pourra arriver à 50%. Pardon. Merci. Pas d'opposition? Oui, M. Pauvreau. Non, là, c'est pas moi qui vous coupe la chic, mais... Allez, appuyez fort sur le buzzer. Non, ça y est pas. Attendez. Là, est-ce que c'est mieux? Merci beaucoup. Oui, tout à fait évidemment favorable à cette disposition, pas de souci évidemment. Simplement une proposition que nous faisons au conseil municipal. Plusieurs points. Effectivement, le fait d'installer des pics anti-pigeons, pour faire un raccourci, c'est vraiment quelque chose qui est important pour Libourne, puisqu'on sait très bien que les fientes de pigeons contribuent à dégrader fortement, notamment les bâtiments publics principalement. Et donc, quelque part, il est d'intérêt général, une forme de mission d'intérêt général si les particuliers jouent le jeu d'installer ce type de dispositif. Donc, évidemment, favorable à cette disposition. Simplement, vu le coût assez faible de ces dispositions et vu le nombre assez faible également, on en parlait en commission, je crois, M. Sirdet, vous me direz, mais c'était une personne l'année dernière et une petite dizaine à peine, enfin il y a 2 ans ou 3 ans, donc c'est assez peu nombreux. Peut-être qu'on pourrait avoir une politique un peu plus volontariste, voilà, notamment de passer le taux de 30% à 50%, de 50 à 70%, et passer l'aide maximum de 1000 à 1500, pour une raison bien simple, c'est que parfois il est utile ou nécessaire de louer une nacelle pour monter sur des hauteurs assez importantes, et ça coûte très vite 1200, 1300 euros. Voilà, c'était aussi pour être dans cette idée-là. Voilà, proposition, chers collègues. Oui, alors, ce qui n'est pas précisé dans cette délibération, c'est que nous prêtons la nacelle. Voilà, donc nous prêtons la nacelle, ce qui rend... si j'ai bien compris, acceptable cette délibération à vos yeux. C'est accepté. Merci. Vous gardez la parole, vous reprenez la parole pour un dispositif d'aide aux particuliers pour l'acquisition d'un composteur individuel. Voilà, donc le composteur individuel, donc nous apportons une aide de 30 € par composteur, par foyer, et une aide qui est valable tous les 5 ans. Accepté, merci. Et pour la récupération de cuves d'eau des eaux pluviales. Pareil, là nous proposons une aide de 30% du coût hors taxe s'il s'agit d'une cuve en aérien, une aide qui peut aller jusqu'à 200 € s'il s'agit d'un récupérateur d'eau enterré, une aide qui peut être sollicitée tous les 3 ans. Voilà. Merci. C'est accepté à l'unanimité. Merci, Madame l'adjointe. Monsieur Arcaraz, pour une délibération, une belle délibération, parce qu'elle est symbolique, d'une des ambitions sportives que nous portons pour les prochaines années, c'est-à-dire 2022. Oui, monsieur le maire, merci. Et mes chers collègues, donc la Fédération internationale d'aviron a attribué au club nautique d'aviron et la ville de Libourne le championnat mondial master pour septembre 2022. 50 nations, 5000 athlètes plus les accompagnants. C'est une organisation importante, 18 000 unités, 55 000 repas, 3 000 médailles, 5 jours sportifs et festifs. Et donc la Fédération internationale d'aviron nous a demandé de créer une association d'organisation, ce qui a été fait et déposé en sous-préfecture le 23 novembre, pardon, et l'Assemblée générale a eu lieu le 27 octobre, qui a élu donc Xavier Buffo
comme président de cette association qui est le comité d'organisation des régates mondiales d'aviron et master, et m'a élu vice-président de cette association. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver cette nomination comme vice-président du directoire de cette organisation. Merci. Pas d'opposition? Je parlais des inondations tout à l'heure, je profite pour dire que le lac des Dagailles, lui, en revanche, est largement sollicité et qu'on aura des dégâts quand même à constater, notamment le plancher qui servait de soutien à une aire de jeu là sur l'eau. Lui, il a été détruit par les inondations et j'espère que nous n'aurons pas de problématiques sur les berges. On verra à la décrue. Merci beaucoup. Denis Sierdet, en l'absence d'Anne-Marie Prignitz, qui est souffrante. Oui, monsieur le maire, chers collègues, 2 délibérations que devait présenter Anne-Marie, qui s'excuse. Une première délibération qui est assez traditionnelle sur les sollicitations des différentes aides pour la saison théâtrale et pour le Festar. 40 000 € auprès de la DRAC, 30 000 € pour Festar auprès de la région à Nouvelle-Aquitaine et 22 500 € pour la saison culturelle et 27 000 € dans les cadres des scènes d'été en Gironde auprès du département. Juste peut-être une petite précision, depuis l'an dernier, notre subvention auprès de la DRAC est passée à 40 000 €. La DRAC ayant attribué 20 000 € pour des actions des accueils de résidences et d'intervention, de création sur l'espace public. Merci. Effectivement, Festar aura lieu d'une manière ou d'une autre. Le festival aura lieu. Je n'ai pas dit, monsieur l'adjoint, quoi qu'il en coûte. Hein. Oui. Mais d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai bien précisé, je n'ai pas donné les dates qui étaient mises dans la délibération. Non, mais les dates sont mouvantes. On travaille, vous le savez, vous l'avez vu dans la presse peut-être, sur un desserrement des dates pour pouvoir accueillir du public, mais sans qu'il soit trop rassemblé nombreux. Et ça sera de toute manière un festival dégradé en termes d'ambiance, puisqu'on travaille a priori sur un festival avec des jauges réduites et donc j'allais dire des prises de rendez-vous, pas des prises, mais des réservations. Toujours en conservant le statut de gratuité pour l'ensemble des spectacles. Pour l'ensemble des spectacles. Mais on n'aura pas une ville ambiancée comme on l'avait jusqu'alors et comme on le retrouvera, je l'espère, dès 2022. Avec votre accord? Oui, monsieur Malherbe. Pardon. Merci, monsieur le maire. J'avais 3 questions, mais vous avez en partie répondu à 2 d'entre elles déjà. La première concernait les 40 000 € de la DRAC, qui en règle générale était à 20 000, mais ça, vous venez d'y répondre. Concernant ces subventions, donc va se poser la même question que celle qui s'était posée l'année dernière. Quid de ces aides accordées du coup par la DRAC, le département et la région, dans le cas justement où Festar ne pourrait pas avoir lieu? Autant l'année dernière, la situation n'était pas prévisible, donc j'imagine que ces subventions nous ont été conservées. Autant cette année, est-ce qu'il n'y a pas de risque pour les collectivités qu'on nous demande de rétrocéder une partie des fonds ou pas du tout? Et ma troisième question, mais vous y avez en partie répondu, c'était quel format de Festar vous envisagez, puisque dans la délibération, on nous parle de 3 dates, dans la presse, on nous parle de 5 dates, et il me semble, à un dernier conseil, vous aviez évoqué la possibilité de l'étaler sur plusieurs mois. Oui, donc, je sais pas, tout ça est émouvant. Rien d'arrêté actuellement. Oui, tout ça est émouvant, même si les choses se précisent. L'hypothèse la plus forte, c'est qu'on soit sur 5 jours. Donc on verra bien. On se donne jusqu'à la fin du mois d'avril ou mi-mai pour essayer d'avoir une visibilité plus claire, parce que il faut prendre des engagements vis-à-vis des compagnies et probablement que la programmation elle-même sera différente. Et puis si on travaille sur 5 jours au lieu de 3, naturellement, il faut bien qu'on ait une programmation plus clairement définie auprès des compagnies. Concernant les subventions, il y a une chose qui est certaine, c'est que si on ne demande pas les subventions, on ne les aura pas. Donc, bon, jusqu'à présent,
la DRAC et nos partenaires, le département et la région, nous ont laissé ces subventions pour nous permettre justement de souvent les reverser en tout partie aux compagnies que nous avions prévu de programmer, soit à Festar, soit dans notre théâtre. Et j'ose croire qu'il en sera de même, mais en tout cas, nous, comment dire, solliciter les subventions ne signifie pas qu'on s'engage à les dépenser. Donc, nous-mêmes, on s'adaptera. Ce n'est pas une promesse de dépense. En l'occurrence, là, ce que j'espère, c'est que ce soit une promesse de recette, pour une fois. Avec votre accord, merci. Vous gardez la parole pour une convention de partenariat avec la CALI, le dispositif L'Art de Grandir. Oui, monsieur le maire, chers collègues, d'ailleurs, on a voté une délibération à la CALI sur ce sujet-là. La CALI développe, dans le cadre de son contrat territorial d'éducation artistique, L'Art de Grandir, un certain nombre d'actions dans les écoles à destination des élèves du cycle 3 qui vont du cours élémentaire 2e année à la 6e. Dans ce cadre-là, la CALI fait appel à un certain nombre d'acteurs culturels du territoire. Je pense par exemple à Musique à Pile pour une action, l'accordeur, et fait aussi appel au Théâtre du Libournea pour une de ses actions intitulée Volte-piège pour enfants en mal de démocratie, autour d'un spectacle de danse et d'incitation un peu de jeunes à travers ce spectacle à la notion d'engagement à partir de référence à un certain nombre de personnalités, Gandhi, l'abbé Pierre, Charlie Chaplin, Nelson Mandela, John Bess, Simone Veil, Greta Thunberg. Et il y a tout un travail qui est fait autour de ça avec ces élèves-là. Ça concerne donc 10 classes et il y aura un certain nombre d'ateliers, de temps pratiques et de représentations qui seront prévues le 6 mai prochain. Dans ce cadre-là, la CALI conventionne avec la ville de Libourne et pour un montant de 4 000 €. Donc il s'agit dans la présente délibération d'autoriser le maire à signer la convention et de prévoir la perception de ces 4 000 €. Merci, c'est une recette. Avec votre accord, Monsieur Malherbe. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Je me permets d'intervenir sur cette délibération pour expliquer notre vote. Comme vous l'avez rappelé, nous avons une délibération à peu près similaire sur le dispositif L'Art de Grandir en conseil communautaire, pour ceux qui y étaient. Et j'avais été surpris d'être le seul à voter contre cette délibération. Je prends donc 2 minutes, puisqu'on a un conseil un petit peu court ce soir, pour expliquer ce vote, parce qu'il nous semble que ce sujet est loin d'être anodin, étant donné qu'il concerne nos enfants. La culture est un pilier essentiel pour l'équilibre humain, et donc l'initiation à la culture pour nos enfants et pour les jeunes est primordiale pour leur développement. Néanmoins, faut-il que cette culture soit dépourvue de toute forme d'idéologie et ne détruise pas les connaissances que les enfants ont pu acquérir sur les bancs de l'école. Et il nous semble que le dispositif L'Art de Grandir, dans sa globalité, risque au contraire d'être source de perte de repères pour nos enfants. Je vais prendre 2 exemples. Pascal Petit, qui est présenté par la CALI elle-même comme une auteure multifacette, se voit intégré dans le dispositif L'Art de Grandir. Alors, outre la pauvreté intellectuelle de ces textes, sa manière de revisiter la littérature laisse un petit peu perplexe, comme par exemple son ouvrage « Histoire d'ouf », qui est un petit livre destiné aux enfants, du coup, entre 12-13 ans, dans lequel Pascal Petit a supprimé dans tous les mots la voyelle « e ». Donc je vous épargne la lecture de l'ouvrage, vous pourrez facilement trouver la 4e de couverture sur Internet. Mais en toute objectivité, cela pose de vrais problèmes de gestion de la langue française, de développement de la dyslexie ou de la maîtrise de l'orthographe, quand on sait que le public concerné par ce dispositif est jeune, voire très jeune, et quand on connaît également le niveau de la maîtrise de la langue française aujourd'hui. D'ailleurs, souvent en commission à la CALI, un certain nombre de nos collègues ont tendance à défendre la maîtrise de la langue française, mais ça serait bien que ça soit dans les actes et qu'on n'ait pas ce genre d'auteurs qui puissent, entre guillemets, intervenir dans nos écoles. Sur la question des ouvreurs du possible, donc dont nous parlons dans cette délibération, il est question de danse contemporaine, soit on aime, on n'aime pas, c'est pas le fond du problème, c'est très bien, il faut de la diversité culturelle. Ce qui est plus gênant, c'est lorsque les créateurs de cette chorégraphie nous expliquent vouloir, à travers cette pièce, parler de la notion d'engagement en politisant les modèles choisis, pris comme modèle dans leur chorégraphie. Un seul exemple, puisqu'il est le
probablement le plus parlant pour les enfants. C'est l'exemple de Greta Thunberg, vous l'avez évoqué. Alors nous ne serons probablement pas d'accord sur ce constat, mais prendre comme exemple une collégienne manipulée qui n'a rien trouvé de mieux que de sécher les cours et de faire l'école buissonnière pour parler d'un sujet qu'elle ne maîtrisait visiblement pas, si on se réfère à son interview qu'elle a pu avoir à l'Assemblée nationale, ce n'est pas nécessairement le meilleur signal que nous pouvons lancer à notre jeunesse, dont la place est à l'école et pas dans la rue. Donc notre position, elle est clairement pas idéologique. Il nous semble que c'est simplement une position de bon sens, dans l'intérêt de nos enfants, à la fois pour des questions pédagogiques, comme je l'ai rappelé en début d'intervention, et également parce que la culture n'a pas vocation à devenir un lieu de formatage idéologique et se doit de rester politiquement neutre. Et c'est les deux raisons pour lesquelles nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie. C'est bien noté. Vous avez compris que là, c'est un débat qu'on avait déjà eu effectivement à la CALI. Et parfois, vous nous faites oublier que vous êtes membre du Rassemblement national. Mais de temps en temps, il y a des piqûres de rappel et c'en est une. En disant ça, j'agresse en rien. Je veux simplement dire qu'on a une vision du monde, de l'éducation, de la culture absolument différente. Je regardais Laurence Garot qui découvre un peu le conseil municipal, qui est enseignante elle-même et qui organise des concours d'éloquence dans un lycée public professionnel de Libourne. Je crois que notre jeunesse ne souffre jamais d'être curieuse. Voilà. Et que ce dispositif, et je le rappelle, ce dispositif qui est un dispositif qui nous permet d'encaisser une recette pour la ville de Libourne, mais puisque, vous l'avez dit, on a un petit conseil et donc autant qu'on acte des différences fondamentales sur ces principes, ce dispositif permet l'éveil de nos enfants, quel qu'il soit. Il y a peut-être des auteurs que je ne lirai pas par plaisir, et pourtant qu'il faudrait que les enfants aient lu. François Mitterrand était par exemple quelqu'un qui était ô combien cultivé, qui avait un éclectisme singulier dans ses lectures. Peut-être même qu'il en partageait un certain nombre avec votre courant de pensée. Je parle de ses lectures. Non, mais vous avez dû lire Maurras peut-être, j'en sais rien. Voilà, ça fait partie de la culture. Donc, bon, ce débat, il existe, il nous sépare, il nous oppose même sur ce point-là, ô combien, mais je ne sais pas si d'autres veulent s'exprimer que moi, parce que ce débat, nous l'avions eu au Conseil communautaire. Je suis plutôt fier, moi, que la CALI, en l'occurrence, et la ville de Libourne y contribue, offre à nos enfants des pastilles d'éveil. Alors là où je réfute tout à fait votre, votre grief, il n'y a pas de notre part, et d'ailleurs la CALI est encore moins politisée que ne l'est un conseil municipal, puisque par définition il y a l'ensemble des sensibilités qui sont représentées et dans l'exécutif et dans le conseil communautaire, sans qu'il y ait une once de volonté de vouloir soit politiser, soit orienter, soit bourrer le crâne de nos enfants. Franchement, pardon. Oui, M. Sirdet. Oui, je veux dire, quand on voit la liste, vous prenez Greta Thunberg, bon, on peut être d'accord ou pas d'accord avec elle, mais c'est vrai qu'elle a une force d'engagement. Et je veux dire, dans la liste qu'il y a, vous avez des gens comme l'abbé Pierre, je sais pas, j'imagine que vous pouvez connaître, Gandhi, Simone Veil et tout. Et, même John Baez. Et sur la culture, je veux dire, hier, je regardais une émission sur Rimbaud, qui à son époque a un petit peu bousculé les écrits, la façon d'écrire et tout, qui a même inventé des mots, abracadabrantesques, et qui ont même été repris par des présidents de la République. Bien. Je veux dire, c'est un peu ça qu'il faut aussi permettre aux enfants à travers la culture. Mais c'est pas pour autant que j'aime tout.
pour être clair. Y compris tout ce qu'on propose, je n'aime pas. Mais vous voyez, ce que je réfute, c'est de faire une programmation pour les enfants comme une programmation culturelle, des choses que je considère être le juste ou le vrai. Oui ? Ça, je vous l'accorde bien volontiers. Il n'y a pas de souci. Je parle simplement de la compagnie en elle-même, qui, elle, peut peut-être avoir entre guillemets, chacun ses opinions politiques, et qui peut aussi les dépeindre dans son art. Ça, c'est totalement autre chose. Et juste sur la question de la langue française que j'ai soulevée, c'est pas dans cette délibération. Mais pour le coup, je pense que c'est vraiment un vrai sujet. La question de la dyslexie, enfin, je ne sais pas, peut-être que Mme Garot, qui est enseignante, pourra nous en toucher 2 mots, mais la question de la dyslexie, c'est quand même une réalité qui est de plus en plus prégnante dans notre pays. Est-ce que faire lire à des enfants un ouvrage où il manque des voyelles, est-ce que forcément c'est quelque chose de hyper intéressant et un éveil passionnant? Personnellement, j'en suis pas certain. Je vais vous dire que peut-être que moi non plus, mais Madame Garot. Alors, vous appuyez une seule fois, voilà. Je pense que l'ouverture culturelle n'est pas là pour régler des problèmes de dyslexie. Il s'agit vraisemblablement de spectacles vivants, si j'ai bien compris. Le fait de publier un livre où la voyelle E disparaît, c'est peut-être tout simplement une référence à l'écrivain Georges Perec du XXe siècle, qui a écrit un roman qui s'appelle La disparition, dans lequel il n'y avait pas de E, qui fait partie d'un courant littéraire qui s'appelle le nouveau roman, qui n'est pas contesté ni contestable. C'est peut-être simplement, justement, dans ce cadre-là, une ouverture culturelle. Et je ne pense pas que la dyslexie se règle dans ce genre de compagnie du tout. L'aggraver, non, je ne crois pas. Bien. Merci de cet ajout. Donc, on note 2 votes contre du groupe Front National. Et le reste l'adopte. Et je les en remercie. Vous gardez la parole, Monsieur Sirdé, c'est bien ça, on reste dans la culture d'ailleurs, pour un remboursement de spectacle du Libournien qui n'a pas pu se tenir depuis le 1er janvier. Oui, et là, on évitera d'en reporter à chaque fois, puisqu'on le fait jusqu'à la réouverture. Avec votre accord ? Merci. Règlement des tarifs d'occupation du domaine public. Même type de dispositif pour les terrasses qui ne seront pas, on ne percevra pas les droits jusqu'à leur reprise d'activité totale. Avec votre accord ? Merci. Création d'une redevance d'occupation du domaine public relative à la micro-signalisation. Oui, ça, vous voyez, c'est cette signalisation de petits panneaux avec des lattes, où il y a le nom des entreprises, des artisans, des commerçants. C'était un marché. Aujourd'hui, ça va être une occupation du domaine public. Aujourd'hui, on percevait 60 € par latte. Et on propose de relancer cette mise en concurrence avec 60 € par latte, et ensuite une proposition des candidats pour essayer d'avoir une part variable et le plus possible. Merci. Oui. Monsieur. Alors, décidément, non. Ouais. Vous le faites bien, hein, c'est Voilà, ça y est. Non, je ne reviens pas sur la petite pique du Front National, c'est pas très intéressant. Juste deux petits points. Évidemment, vous êtes du bien quand même. Oui, on peut se faire plaisir comme on veut. 2 petits points. Évidemment favorable à l'exonération totale de redevance d'occupation du domaine public pour les terrasses et cafés qui souffrent, enfin cafés, hôtels, restaurants qui souffrent évidemment beaucoup. On a eu cette question sur la délibération qui suit. Sur la redevance d'occupation du domaine public relative à la micro-signalisation. Alors j'ai bien compris que c'est effectivement que c'était dans le cadre de prestataires en fait, qui allaient reverser 60 € à la ville de Libourne. La question, c'est que derrière, ils vont évidemment se retourner vers ceux qui vont vouloir bénéficier de ce service, entre guillemets. Et donc je me posais la question suivante, parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de cette question lors de la commission. Combien ça représente en fait en termes de volume, vous voyez le nombre de micro-signalisations? Parce que je me dis finalement, est-ce que la ville de Libourne ne pourrait pas faire cadeau
Mais ce que je veux dire, de prendre en main ces micro-signalisations et de faire cadeau aux hôtels-restaurants de Libourne, qui souffrent évidemment, pour éviter qu'on leur redemande derrière de payer quelque chose sur une micro-signalisation par un prestataire. Voilà. Encore une fois, ça dépend du volume que ça représente, mais je me dis que peut-être ça pourrait être intéressant et un signal assez sympathique reçu par le CHR, comme on dit. Oui, d'abord, on ne fera pas la différence entre l'hôtellerie, la restauration et les autres. Ce serait compliqué. Bon, donc il n'y a pas que... C'est pas une micro-signalisation destinée uniquement au CHR, comme vous dites. Deuxièmement, je crois pas, alors pour le coup, je crois pas que ce soit 40 € qui soit de nature à freiner nos entreprises locales, voire nos associations, voire nos cultes, peu importe, à flécher et utiliser de la micro-signalisation. Troisièmement, si on l'offre à tout le monde va en faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certains nous diront il y a trop de pollution visuelle, il y a trop de... Donc, il faut limiter. Quatrièmement, on peut toujours faire des cadeaux avec l'argent qui n'est pas le nôtre, hein, puis c'est celui des Libournais, mais je vous invite quand même toujours à être cohérent, parce qu'à un moment donné, on le verra à l'occasion du vote du budget, je ne vais pas là ouvrir le débat d'orientation budgétaire qui nous occupera lors des prochains conseils, puis le vote du budget, mais il y a un moment, il faut toujours mettre en adéquation les recettes et les dépenses, quoi, hein. Il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui paye. Et que dans nos interventions, qu'il s'agisse de l'opposition ou de la majorité, c'est toujours bien qu'à un moment donné, on puisse... Ce ne soit pas toujours les mêmes qui disent il faut faire plus de dépenses et moins d'impôts. Oui. Alors combien? Je ne sais pas, c'est quelques centaines, donc vous avez raison, ce n'est pas avec les quelques milliers d'euros que ça va rapporter que ça équilibrera le budget. Je pense que c'est plutôt une bonne gestion, y compris de l'espace public. Avec votre accord? Merci. Une demande de remboursement d'une amende majorée, ça demande un temps de parole, M. Sirdé? Non, c'est juste une erreur de logiciel, donc comme précisé dans la délibération, donc voilà, on autorise le remboursement de cette amende. Merci. Madame Hopper, candidature à la dénomination commune touristique. Ça ne va pas faire plaisir à M. Pouvreau. Oui, merci Monsieur le maire. Nous vous proposons de chercher le label ville touristique pour la ville de Libourne. C'est une formalisation de tout le travail qui a été effectué ces dernières années sur le territoire autour du tourisme. Et cette démarche rejoint nos ambitions pour obtenir notamment le label Libourne, ville d'art et histoire. Le label exige 9 critères, comme par exemple avoir un office de tourisme classé niveau 2, offrir un programme d'animation conséquent, posséder une capacité minimale d'hébergement suffisante pour accueillir une population supplémentaire durant la saison touristique. Critères auxquels Libourne répond favorablement. La procédure consiste dans une délibération ce soir, en espérant obtenir un arrêté préfectoral pour une durée de validité de classement de 5 ans. Merci. C'était l'une de nos promesses de campagne. Ce n'est pas parce qu'on le demande qu'on l'aura, mais enfin, on répond à peu près à tous les critères. C'est demander la parole? Non. Alors, c'est accepté à l'unanimité, mais je vais quand même profiter de votre présence puisqu'on a un conseil court, pour apporter quand même quelques réponses aux remarques, à vos assertions parues ce matin dans la presse. D'abord, une vraie surprise, parce que je vous connais. Bon. Et il y a des facettes de votre personnalité que je découvre. Et je ne vous connais pas au point de considérer qu'il n'y a pas de facettes de votre personnalité que je ne devrais pas découvrir. Hein, donc, ce n'est pas étonnant, mais celle-ci me gêne parce qu'une partie de vos propos s'apparente un peu à une posture anti-chinoise. En tout cas, c'est comme ça que la presse l'a écrite. Et quand vous dites on ne va quand même pas recevoir des Chinois ici alors qu'on a le Covid, bon, on n'a quand même pas besoin d'un petit Trump autour de la table. Enfin, on a toujours besoin d'un petit poids chez soi, mais cette formule, si c'est la vôtre, elle est gênante. Elle est d'autant plus gênante que
vous êtes élu, et ici, vous n'êtes là qu'en tant qu'élu, mais vous avez dit aux Libournais ce que vous faisiez par ailleurs, et en particulier, vous êtes aussi l'un des viticulteurs de l'appellation Fronsac, et je voudrais savoir si c'est la même position que vous défendez quand vous commercialisez Château d'Alem. Je voudrais savoir si vous avez comment dire, la même réticence à commercer vos vins en Chine, et si au contraire vous n'avez pas envie de faire connaître votre appellation, et encore plus votre vin qui mérite d'être connu, en Chine et plus largement en Asie. Moi, je me souviens être allé en Chine d'ailleurs avec des représentants de Château d'Alem pour promouvoir votre produit viticole. Donc, et je voudrais savoir si c'est la position que vous portez en tant que viticulteur, en tant qu'élu, en tant qu'acteur politique, pour les vins du Libournais, de Fronsac, de Saint-Émilion, Pomerol, auxquels vous faisiez référence récemment lors d'un conseil communautaire, et pourquoi pas plus largement pour les vins de Bordeaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est gênant, d'autant que, pour ma part, et je crois savoir que c'était votre position jusqu'alors, je considère que Bordeaux a plutôt besoin d'être séduisant, au contraire, vis-à-vis de la Chine et plus largement vis-à-vis de l'Asie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, plus fondamental. Ma vision du tourisme, vous la jugez dépassée, et ça, franchement, c'est votre droit, car elle fait trop de place, dites-vous, au tourisme de masse, et que vous ne croyez pas en la perspective d'un retour du tourisme de masse dans l'ère post-Covid. Ça, c'est vous qui le dites, parce que l'Organisation mondiale du tourisme dit exactement l'inverse. Moi, vous voyez, je ne suis pas un sachant, je ne suis pas un spécialiste de tout, je n'ai pas des avis sur tout, mais j'évite de dire, sur des sujets que je méconnais, des affirmations non contrôlées, sauf pour faire des effets de manche. Ce que je peux, à mon avis, savoir faire de temps à autre. Mais en l'occurrence, le sujet est trop sérieux, parce que le tourisme, c'est du développement économique. L'Organisation mondiale du tourisme spécule, au contraire, pour une expansion très forte du tourisme d'ici 2030. Et alors, pas de bol pour vous, c'est qu'ils spéculent notamment sur une expansion du tourisme du public asiatique et venu du Pacifique. Tout simplement parce que, ça ne vous a pas échappé, le niveau de vie augmente sur ces territoires-là. C'est-à-dire que, quand on lit les rapports de l'Organisation mondiale du tourisme, il y avait 500 millions de touristes en 2019 en Europe, et il devrait y en avoir 762 millions, prévision, en 2030. Donc, ma vision du tourisme, elle est peut-être dépassée, mais mis à part vos assertions, rien ne le prouve, bien au contraire. Et ce dont je me souviens, c'est que des touristes, il n'y en avait aucun il y a encore quelques années à Libourne. Aucun. Je crois désormais que Libourne, et cette délibération en est l'un des exemples, l'une des preuves si elle se concrétise par un arrêté préfectoral, et c'est une première étape vers d'autres labels plus ambitieux, je pense que Libourne peut enfin prendre sa part à l'attractivité touristique de la Gironde, qui demeure, vous le savez, l'un des territoires, l'un des départements français les plus attractifs en matière de tourisme. Je ne sais pas le nombre de touristes annuels, mais enfin, ça se compte en millions de touristes. Enfin, sur le dossier de l'ESOG, puisqu'il s'agissait de cela, moi j'ai envie de faire un pari sur ce dossier, et jusqu'à votre venue enfin dans nos réunions, en tout cas lors de la venue de Michel Ohayon c'était le cas, je vérifiais une théorie qui m'apparaissait ô combien rassurante, c'est que sur les grands projets, on peut réunir des personnalités de sensibilité très différentes. Et c'était le cas, monsieur le chef de votre groupe.
parce que, y compris votre groupe, les personnalités présentes, et je pense à notre collègue Christophe Dardenne, qui s'est fait taper sur les doigts dans la presse par vous ce matin, on avait dit plutôt du bien. Ça ne l'engageait pas, hein, ce n'était pas définitif, de même que les autres membres des autres groupes d'opposition s'étaient plutôt prononcés favorablement sur ce projet, de ce qu'on en connaît. Ça vaut d'ailleurs pour nous. Et je l'ai dit à la Cali, et je le redis ici, le doute est permis, et il est même fort utile, voire même obligatoire, sur l'appréciation qu'on peut avoir sur un tel projet. Mais je ne démords pas de cet objectif, pour moi, de partir d'un préjugé favorable, d'une envie de vouloir construire ensemble. Donc, je ne désespère pas de cela, sauf si vous êtes dans une posture qui est tout à fait légitime et pour l'instant que vous endossez parfaitement, d'être uniquement le contempteur de l'action municipale, c'est-à-dire celui qui décrit, qui décrédibilise l'action municipale quelle qu'elle soit. Et j'allais rajouter pour conclure, ça vaut notamment quand ces projets n'engagent en rien les finances municipales. Au contraire, promettent plutôt, s'ils se réalisent, de leur apporter. Ça vaut pour le projet porté par Michel Ohaillon, qui m'a appelé aujourd'hui, hein, qui ne vous adresse pas ses amitiés, je vous le dis. Bon, mais à la limite que vous en fichiez, je considère que vous n'avez peut-être pas tort, mais qui m'a appelé parce qu'il était, il n'était pas en colère, il était désabusé de votre posture. Parce que le projet ne va rien coûter à la ville, je leur ai dit, ça vaut aussi pour la vague, dont vous ne connaissez strictement rien. Si je vous interroge, à mon avis, vous m'en direz strictement rien. La vague au Dagaï va se faire, mais elle ne va pas se faire parce que c'est un effet d'annonce. Elle va se faire parce qu'il y a les investisseurs, comme une entreprise, qui va venir s'implanter à partir du moment où on vérifiera, et je l'ai vérifié la semaine dernière en allant visiter leur laboratoire de recherche à La Défense, que c'est une vague qui n'a aucun impact écologique sur le site des Dagaï. Pas un gramme de béton, très peu d'électricité, et qu'à partir de là, eh bien, nous engagerons dans une discussion qui devrait permettre à cette vague d'exister d'ici l'été 2022 ou l'été 2023. Il y a encore une incertitude, mais enfin, si vous lisez la presse, puisque vous critiquez ce projet, c'est quand même cette société qui a été désignée par Valérie Pécresse, qui est quand même a priori plus proche de vous que de moi, même si je sais que vous êtes un homme libre, je le suis tout autant, mais enfin vous avez des libertés à géométrie variable en termes politiques. Valérie Pécresse qui a désigné cette société pour implanter la vague sur le site olympique parisien, à Torcy, aux abords d'ailleurs du lac et du site d'Aviron, du site olympique d'Aviron, puisque vous le savez, le surf se fera en Polynésie, mais il y aura quand même du surf de démonstration dans le cadre des Jeux olympiques parisiens. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce n'est pas agressif, c'est plutôt une envie de dire vous aurez probablement du temps et peut-être l'occasion de le critiquer, ce projet. Mais je ne vous reconnais pas spécifiquement le droit, alors même que vous n'étiez même pas là pour le visiter, pour entendre ce qu'avait à dire Michel Ohaillon, que vous n'avez pas pris du tout le temps ni de l'appeler, ni de m'appeler pour éventuellement je lève des doutes et je ne les lèverai pas tous, et bien sûr qu'il peut y avoir des critiques tout à fait légitimes. Mais que vous fermiez la porte à un des plus grands investisseurs français, qui est propriétaire de l'hôtel de Bordeaux, qui est depuis maintenant 3 ans qualifié comme le plus bel hôtel de France, tout hôtel confondu. Je veux dire, c'est pas un... Vous voyez ce que je veux dire? Et que, du haut de votre petite chaise et de votre capacité à pouvoir affirmer tout ça pour faire le buzz, que vous ne faites pas par ailleurs, parce que vous avez surtout pour vous une volonté, c'est de spéculer sur nos échecs. Bien, je vous invite à changer de pied
J'oublie pas que vous avez voulu être sur ma liste des élections municipales à un moment donné, que vous avez souhaité être dans ma majorité. Et je me souviens pourquoi je ne l'ai pas voulu. Que vous en tiriez de l'aigreur, je peux le comprendre. Mais n'abîmez pas à travers cette aigreur trop Libourne. Parce que votre responsabilité, là, d'élu, y compris de l'opposition, mais d'élu, vous ne l'honorez pas en faisant cela. Je donne la parole, si vous la souhaitez. Alors, c'est pas moi qui vous prive de micro. Non, c'est bon, ça y est. Bon, je vais essayer de vous répondre de manière apaisée. Apaisé, je l'étais, moi. Oui, et c'est effectivement, je le reconnais bien volontiers, ça change de notre prise de bec, comme dit la presse, de lundi soir. Je suis pour vous un faire-valoir. Je suis... bon, pour répondre vraiment dans l'ordre à vos points. Dire que je critique tout ce qui se fait, c'est pas tout à fait exact. D'ailleurs, la presse le relate. Je salue, je suis très content de ce qui s'est passé pour le Tour de France, pour Libourne. Je suis très content des 30 ans de Festart, donc je sais reconnaître quand même le succès de dossiers. J'aurai l'occasion de revenir évidemment sur le dossier de l'ESOG. Sur le premier point que vous avez évoqué, je vous crois quand même assez fin et suffisamment intelligent pour considérer que quand je parle de tourisme chinois, il y a un raccourci qui est fait. C'est plus pour parler d'un tourisme de masse qui viendrait effectivement alimenter... si c'est un tourisme de masse américain, ça vous va ou ça vous va pas? C'est pareil pour moi. Ah oui. C'est exactement la même chose. Donc, bon, je vous crois quand même suffisamment fin pour penser que j'ai pas fait ce raccourci-là. Évidemment, j'ai absolument rien contre les Chinois. Je suis attaché à mon territoire de Fronsac, comme vous l'êtes par ailleurs, puisque vous avez également des attaches. Et on s'était d'ailleurs retrouvé en Chine à ce propos pour parler et défendre les vins de notre territoire. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat. Sur le deuxième point, vous évoquez l'OMC et l'OMT, l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale du tourisme, qui posent effectivement des avis sur ce que va être le tourisme mondial dans les 20 ans qui arrivent. J'ai envie de vous dire, on a le droit de mettre en doute ce qu'ils peuvent annoncer comme chiffre, puisqu'il suffit de regarder ce qui se passe sur le Covid en ce moment, regarder ce que dit l'OMS. En un an, ils changent complètement d'avis. Donc je ne m'interdis pas de penser que l'OMC ou l'OMT pourront changer également d'avis sur les perspectives à 20 ans ou à 30 ans sur le tourisme mondial. Bon. Donc non, vous, la question... vous, Charles Pouvreau, vous dites aujourd'hui, ici, à Libourne, je considère que l'Organisation mondiale du tourisme se trompe et j'ai un avis sur cette question définitive. Je crois surtout qu'on a une vraie différence de vision, et ça, je vous rejoins. Il ne s'agit pas d'une vision, moi je n'ai pas d'avis. Vous voyez, je prends ce que me dit l'Organisation mondiale du tourisme. Oui, mais aucun avis, moi. Mais très bien, je dis simplement que... Je dis, vous en avez, moi j'en ai pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est une différence. J'acte le fait que nous ayons effectivement une différence de vision sur ce que sera peut-être le tourisme dans les... C'est pas une vision, c'est pas... Mais si, parce que je le raccroche évidemment au projet de l'ESOG, si vous voulez. Moi, je ne crois pas, sincèrement, et dans le fond, je ne crois pas que le tourisme dans les 20 ans qui arrivent, ça sera des grands flots de tourisme qui viendront occuper un territoire, comme ce qui est proposé dans le projet de Oyon. Et en fait, je n'ai absolument rien contre M. Oyon, vous le savez bien. C'est pas le sujet. J'ai simplement... Que l'inverse soit pas vrai. Plus... Oui, mais ça, c'est son problème. Ça, pour le coup, s'il y a de l'erreur, elle est de son côté. Moi, j'en ai pas du tout. Non, je m'interroge à la fois sur les chiffres qui nous sont renvoyés, et je suis très heureux de constater que vous aussi, vous avez des doutes. Vous l'avez reconnu lundi soir. Mais je l'ai reconnu même devant lui. Mais simplement, quand on nous envoie 200 à 300 millions d'investissements, c'est ce qui est annoncé. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est 3 ou 4 fois, 5 fois. C'est même la jauge faible. La jauge faible, 5 fois ce qui est sur la Cité du Vin. Quand on nous envoie 6 à 8 millions de visiteurs par an à Libourne, c'est 3 à 4 fois la fréquentation du Futuroscope ou du parc Astérix. Mais non seulement je n'y crois pas, j'ai plus que des doutes. Et objectivement, je ne vais pas m'excuser d'en avoir, puisque ça fait quand même 10 ans qu'on passe de projet à projet, et plus c'est gros, plus ça passe. Malheureusement, alors c'était interprété par le Front National d'une certaine manière, mais malheureusement, le projet qui était porté sur votre dernière mandature ne s'est pas fait. Je regrette pour Libourne, sans doute. Mais ça fait quand même vous ne pouvez pas le regretter parce que vous l'avez contesté. Je vous donne la parole. Mais vous l'avez contesté. C'est-à-dire que vous êtes un de ceux... Le projet ne s'est pas fait. C'est dommage. J'avais prévu d'amener un très beau bouquin
sur l'hôtel du Hainaut à Valenciennes, qui est fait aujourd'hui et qui est un hôtel magnifique qui marche très bien. Vous voyez? Et vous étiez de ceux qui considéraient que le porteur du projet n'irait pas au bout, et vous étiez sûrement de ceux qui considéraient d'ailleurs qu'il ne tenait jamais ses promesses. Je vous le ferai passer, je vais même vous l'offrir. C'est un beau livre, comme on dit, sur la réhabilitation de l'hôtel du Hainaut, et je vous propose de regarder ce qui est dit sur cet hôtel, sur les sites, mais peu importe. Mais vous ne pouvez pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous marchez tout le temps comme ça. Et je veux le dire aux Libournais, puisqu'ils nous regardent. C'est pour ça que je prends ce temps-là. C'est que vous êtes quelqu'un qui, au début, plante les projets, les empêche, y compris par certains de vos amis qui est en justice, ils ont bien raison de faire valoir vos droits, mais vous êtes à leur côté, et ensuite vous expliquez que le projet n'a pas eu lieu. J'aimerais que vous précisiez, qu'est-ce que vous entendez par certains de mes amis? Je pense que vous étiez de ceux qui encourageaient des pétitionnaires au projet, comment il s'appelait, Vauban, et que vous n'y croyez pas à ce projet au début. Non, mais enfin, pardonnez-moi, mais je ne pouvais pas dire ça. Non. Je ne pouvais pas dire que j'encourage des gens à faire des pétitions contre le projet. Enfin, ça sort d'où, ça? C'est en tout cas, ça sort de par votre attitude. Ah bon, mais d'accord, mais alors vous dites une attitude, des actions que j'aurais pu mener, enfin ça n'a pas de sens. Pardonnez-moi, mais là, moi, alors, ce projet, je redis, il n'engage en rien les finances de la ville. Si Michel Oyon, qui est plutôt quelqu'un de crédible, d'accord, de très crédible en France, dit, moi, je crois à ce projet parce que je pense que Bordeaux, l'appellation Bordeaux, peut avoir sur son périmètre le plus grand projet œnotouristique de France, d'Europe, du monde, j'en sais rien, mais en tout cas très ambitieux. Et que ce même mec dit, moi j'ai les moyens de mettre les 250, 300 millions d'euros, peu importe, je ne vous demande rien, c'est moi qui les mets. On peut tout faire, sauf lui claquer la porte sur les doigts, comme vous le faites, en expliquant que, c'est idiot, c'est mégalo. Oui, je pense. D'abord, ce n'est pas un projet, je vous l'ai dit l'autre jour, ce n'est pas un projet qui est mégalo. Là, vous insultez un homme qui est l'un des plus grands investisseurs français. Non. Le projet n'est pas mégalo, c'est celui qui le porte. Projet démesuré, si vous voulez qu'on s'entende sur les termes. Projet démesuré, si vous voulez qu'on s'entende sur les termes. Déjà, c'est autre chose. Mais si vous voulez, encore une fois, c'est un vrai sujet de débat. C'est un vrai sujet de débat, mais sauf que vous en débattez pas en présence de la personne. Mais écoutez, j'ai le droit, de ne pas y croire. Voilà, ça, c'est mais mon vous n'avez pas le droit absolu. Mais c'est comme... Vous n'avez pas le droit vous avez le droit de ne pas y croire, bien sûr, mais après en avoir pris connaissance. J'ai le droit. Sinon, c'est une attitude, c'est une posture. Non seulement voire même une imposture. Non seulement j'ai le droit de ne pas y croire, mais je crois que c'est... Mais vous ne croyez pas en quoi? Mais vous pouvez me laisser terminer, s'il vous plaît, monsieur le maire? Bon, je pense que... Imaginons même qu'on aille au bout. D'accord? Imaginons que je me trompe, et je saurais le reconnaître devant vous ici. Ça m'étonnerait. Que le projet... je pense que c'est en direct, donc je m'engage devant les Libournais, et je saurais le reconnaître si je me suis trompé, si ça se fait. Imaginons que ça se fasse, d'accord? Qu'effectivement les 200-300 millions sont mis sur la table et qu'en 2025, on ait un projet avec 6 à 8 millions de visiteurs par an. Mais imaginez les conséquences que ça a sur la vie quotidienne des Libournais. Et sur le fond, je ne souhaite pas ça à Libourne. Qu'on utilise les OG comme un vrai outil de développement du territoire Libourne et du territoire, qu'on puisse porter un projet autour de l'autonotourisme, et vous savez que je porte une autre vision, plutôt un tourisme vert, un tourisme de famille, etc. J'ai un autre projet sur cette ESOG, et je pense qu'au-delà de ça, avoir 6 à 8 millions sur Libourne, ce n'est pas entendable, ce n'est pas gérable. Et quand on a eu ce débat lundi, ce n'était pas vraiment un débat, mais vous m'avez simplement comparé en disant c'est possible, ça arrive, et vous m'avez parlé des rives d'Arcin. Mais je n'ai pas envie d'avoir des rives d'Arcin dans le centre de Libourne, vous comprenez ce que je veux dire? En termes de flux, je n'ai pas du tout envie de ça. Je crois pas que ça soit bon pour nous, quoi. Voilà. Donc, encore une fois, on s'oppose, et je trouve que c'est sain, et pas de souci là-dessus. Je pose des questions, effectivement, plus que de poser des questions sur la faisabilité du projet, et surtout, sur le fond, sur l'opportunité de ce type de projet pour Libourne et pour le territoire. On aura l'occasion d'en débattre, et encore une fois, si ça se fait et que ça va au bout, écoutez, c'est vous qui êtes élu, donc je reconnaîtrai bien volontiers que je me suis trompé et que vous aviez raison.
Bien, si ça se fait, donc, dont acte, et Michel Ohayon m'a confirmé sa volonté de le faire aujourd'hui, qui est un débat sur les 3, 4, 5, 6 millions de touristes qui viendraient. On verra, on peut s'entendre sur le fait du calibrage. Mais l'important, c'est que ce soit un lieu de rayonnement œnotouristique à dimension régionale, nationale, voire européenne. Ça, c'est quand même une fierté. Puis, moi, c'est pas, le projet que vous portiez pendant la campagne, c'était d'en faire un centre de redressement, hein, vous, hein, école citoyenne Libournais d'accompagnement à l'intégration républicaine. Bon, il y avait aussi ouvrir une maison de la femme, créer un parc paysager pour les Libournais et créer une nouvelle médiathèque, créer un centre de congrès, mais ça sera fait par Michel Ohayon, et puis implanter une filière d'enseignement supérieur, ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais faut-il encore, et ces démarches, je les ai initiées depuis des années pour essayer de capter des écoles sur ce site. Des écoles, il y en a peu qui bougent hein, actuellement. Bon, tiens, d'ailleurs, Michel Ohayon, vous voyez, vous auriez été là. Michel Ohayon, il possède des écoles. C'est-à-dire que ce que je vous propose, parce que vous êtes un élu d'opposition, mais ce que vous dites est représentatif d'une partie de ce conseil, et probablement d'une partie des Libournais. Encore une fois, je ne méconnais pas les doutes, et je les fais miens. Bon. En revanche, quand un monsieur comme ça qui dit « moi je vais croire en votre ville » alors que jusqu'à il y a peu, il n'y a pas grand monde qui y croyait, et qui se sent insulté, eh bien ça abîme l'image de votre ville. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au-delà de votre personne, c'est au-delà de nos petites querelles, c'est au-delà de nos petites différences, c'est au-delà de nos petites blessures d'orgueil mal soignées. C'est plus que cela. Voilà. Et surtout, quand Michel Ohayon m'appelle, on me dit « mais il était là, il est venu, il a changé d'avis ?» Pas du tout, il n'est pas venu. Mais il m'a appelé, vous lui avez, on se tutoie pas, vous lui avez montré le dossier? Pas du tout, il ne m'a pas appelé, il ne connaît rien du projet, mais il s'exprime. Ben, je trouve que ce n'est pas une belle méthode. Monsieur Malherbe, rendez-lui son micro quand même. Merci, c'est bien aimable, merci beaucoup. Puisqu'on a un petit peu de temps, moi aussi je vais répondre à Charles Pouvreau, qui ce matin, dans la presse, entre autres, déclarait que les autres oppositions se ralliaient à la majorité sur le sujet en place. Alors déjà, en termes d'opposition, j'ai aucune leçon, Monsieur Pouvreau, à recevoir de vous, puisque ça fait 6 ans que je suis dans l'opposition et que je crois démontrer des points de désaccord avec l'opposition, avec la majorité, pardon. En tout état de cause, depuis que vous êtes élu, vous avez voté toutes les délibérations et vous n'avez jamais voté contre une seule fois. Donc, sur le sujet de l'opposition, je n'ai absolument aucune leçon à recevoir de vous. Sur la question de l'ESOG, s'il y a bien un sujet que je commence à maîtriser, c'est bien celui-ci, puisque je me suis battu seul au début et finalement avec quelques élus de l'ancienne majorité contre le projet porté par la financière Vauban. Et contrairement à ce que disait Monsieur le maire, moi je ne vous ai pas spécialement vu vous manifester contre ce projet. Vous avez même dit, vous l'avez redit, vous l'avez dit lundi en conseil communautaire que vous regrettiez que la financière Vauban n'est malheureusement pas... Si, vous avez déclaré que la financière Vauban n'a pas pu malheureusement réaliser son projet. Donc c'est quand même assez clair. Moi, je suis au contraire très satisfait que la financière Vauban n'ait pas réalisé son projet, pour toutes les raisons que j'ai pu développer à la fois sur mon blog et en séance en conseil municipal, parce que ce projet était uniquement, notamment à la fin, uniquement dirigé autour d'un centre hôtelier. Il était voué à sa perte économique et à sa perte patrimoniale pour la ville de Libourne. C'est la raison pour laquelle je me suis battu contre ce projet, un peu seul. Il y avait le collectif ESOG 2.0, je crois, qui a fait quelques tracts à ce sujet. Mais je ne peux pas vous laisser dire que ce projet n'a pas pu malheureusement être réalisé et aujourd'hui nous expliquer qu'on ne peut pas donner une chance au projet de Michel Ohayon. Je vous rappellerai également qu'on ne se rallie pas à un projet puisqu'il n'y a pas eu de délibération sur le sujet. Et donc, il est difficile de se positionner sur un sujet tant qu'il n'y a pas de délibération. Je sais que parfois, vous avez du mal à lire les délibérations et que vous posez des questions dont les réponses sont dans l'intitulé de la délibération, comme tout à l'heure. Mais à un moment donné,
il faut essayer de travailler sérieusement. Donc, parce que je vous rappelle également que, je crois que c'était en avril 2014 ou en mai 2014, lorsque vous vous étiez retiré de la campagne des municipales, vous aviez déclaré, c'est encore dans la presse, que vous viendriez à chaque conseil municipal pour suivre l'évolution des débats, pour suivre les sujets, et vous êtes venu en tout et pour tout à peu près 5 fois en 6 ans. Donc c'est bien de faire des promesses, mais à un moment donné, il faut aussi passer l'étape supérieure et allier les actes aux paroles. Donc sur ce sujet de l'ESOG, moi je crois qu'il faut pas encore une fois être dogmatique, il faut laisser sa chance au projet de Michel Oyon, et c'est d'ailleurs exactement la même chose sur le sujet de Flying Wells que vous avez critiqué et qui aurait été un formidable espoir pour la collectivité. Mais là encore, je pense que c'est le sujet de l'aéronautique, c'est un sujet que vous maîtrisez mal. Donc vous vous positionnez sans bien connaître les enjeux, les tenants et les aboutissants des enjeux économiques. Donc sur la question de l'ESOG, en effet, Michel Oyon nous a présenté les grandes lignes de son projet. Il a eu des mots forcément sur un projet au stade d'initiation assez fort, avec une ambition qu'on peut juger démesurée. Mais quoi qu'il en soit, qu'il y ait 1 million, 2 millions, 3 millions de visiteurs, je crois au contraire que son projet est beaucoup plus cohérent que celui porté par la Financière Vauban, puisqu'il est tourné d'abord et avant tout sur un projet œnotouristique, qui est entouré et accompagné par un centre hôtelier et pas l'inverse. Donc au contraire, je pense que ce projet a une certaine forme de crédibilité. Il est d'autant plus crédible qu'il touche à des secteurs qui sont actuellement pas très développés à Libourne, comme le milieu du luxe. Et donc je crois qu'il y a tout à fait une possibilité de mener à bien ce projet. Et après, il faudra bien évidemment le suivre au cours des semaines, des mois et des années qui vont venir, puisque ce n'est pas un projet qui va se faire en 2 semaines. Et nous serons présents, comme nous l'avons été au cours des 6 dernières années, dans toutes les commissions qui suivront ce projet, pour essayer de faire en sorte que ce projet aboutisse tel qu'il nous a été présenté par Michel Oyon lui-même. Je vous remercie. Merci. Je saluais, j'ai dit tout à l'heure combien nous étions différents et opposés dans nos sensibilités, chers collègues Gonzague-Malherbe, mais je veux saluer votre cohérence. Et ce n'est pas de la flagornerie, parce que franchement, je ne pense pas qu'un jour on fasse campagne commune. A priori, il n'y a pas de risque. Mais au moins, je reconnais 2 choses, c'est que ensemble, et j'associe M. Gigot, même s'il va s'exprimer, à moins qu'il ait changé d'avis depuis, on est capable de faire un môle libournais pour se battre pour. Là où vous, M. Pouvreau, vous choisissez la solitude en vous battant contre. On se bat pour Libourne avec nos convictions différentes, nos sensibilités différentes, mais on n'est pas sur un projet politique, là, ou alors pas partisan en tout cas. Et vous choisissez la voie de l'opposition brutale. Et ça, c'est agaçant. Et là où M. Malherbe va un peu plus loin que moi, mais je rebondis quand même sur ce qu'il a dit, c'est que ça vient de vous. Ça, c'est agaçant parce que vous êtes dans la posture, et c'est vrai que vous ne travaillez pas. C'est vrai que, vous voyez, je vous ai introduit tout à l'heure dans la commission, dans la CLAVAP que présentait la première adjointe, avec M. Malherbe comme suppléant, parce que c'est la représentation des groupes, c'est comme ça, et que mon cabinet a pris attache avec les vôtres pour savoir qui vous désignez. Vous êtes désigné, c'est votre droit. M. Malherbe s'est désigné, c'est son droit, et je le respecte. Je n'avais aucune obligation de le faire, et je l'ai fait. Ce que j'espère, c'est que vous viendrez. De même que vous dites oui, mais il n'y a rien d'évident. Au début de ce mandat, j'ai souhaité vous confier, rien ne m'y obligé, et ça avait été d'ailleurs un débat au sein de notre majorité, j'ai souhaité vous confier la commission de contrôle financier, ce qui est une belle commission, hein, c'est-à-dire une mini chambre régionale des comptes libournaise qui vous permettra de jauger la fiabilité de l'ensemble des conventions qui dépassent un certain montant, associatifs, des contrats, des marchés publics. Malgré plusieurs relances, vous vous êtes toujours montré absent et que cette commission ne s'est toujours pas réunie. Ça fait 1 an que vous êtes élu, hein, à partir du mois de mars. Vous n'avez toujours pas réuni cette commission de contrôle financier. Vous êtes enorgueilli du titre
et vous n'avez pas commencé à bosser. Alors, je vous le demande, commencez à bosser d'abord pour nous contrôler, ça sera sympa, parce que vous avez accepté ce mandat. Oui, vous dites oui, mais vous ne le faites pas. C'est comme les élèves qui disent oui, monsieur. Bon, mais je ne suis pas votre professeur. Mais là, vous parlez aux Libournais qui vous ont confié une mission que vous n'assurez pas. Ça, c'est factuel. Vous n'avez pas réuni cette commission. On vous a relancé plusieurs fois. Vous ne répondez même pas. Hein. Dites pas que c'est faux, parce que pour le coup, j'ai ce qu'il faut pour le démontrer. Et donc, bossez. Et puis, voyez, n'ayez pas forcément l'état d'esprit d'un procaryote, quoi. Il faut, vous abîmerez pas. Vous abîmerez pas en plaidant la cause de Libourne. Monsieur Gigot, enfoncez le clou. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Effectivement, je souhaitais intervenir dans ce dossier et mettre un petit peu les choses au clair, notamment pour monsieur Pouvreau, pour lui redire que c'est pas parce que on est d'accord sur certains points ou projets qu'on se rallie forcément à une cause, à une majorité ou à quelque chose d'autre. Il faut être un peu plus élevé pour quand même comprendre les choses. Néanmoins, je vous le dis, lorsqu'on est élu d'une ville, on est élu de la ville, on n'est pas élu spécifiquement d'un parti qui représente la composition du conseil. Et à mon sens, sur le plan local, quelle a été votre volonté pour être élu, si ce n'est, j'espère, que faire avancer la ville. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. C'est comme ça que j'ai conçu la campagne municipale avec l'ensemble de mes colistiers. Et d'ailleurs, dans cette campagne, on a pris soin d'être assez vigilant pour plutôt porter des projets et des idées que réellement critiquer et descendre ce qui a pu être fait auparavant par la majorité. Ça, c'était le premier point. Ensuite, sur ce dossier de l'ESOG, je suis assez étonné aussi, dans le sens où vous êtes aussi chef d'entreprise, et votre démarche, elle n'est pas conforme, à mon sens, avec cet esprit d'entreprise. Le dossier de l'ESOG, c'est un dossier que la mairie traîne depuis quand même très longtemps, sans de réelles solutions. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'on a un patrimoine magnifique, qui n'est pas exploité, qui n'aboutit à rien. Le projet Vauban, qui au départ nous avait séduit d'ailleurs, pratiquement tout le monde, hein, n'a pas pu être fait. Effectivement, il y avait plusieurs volets. Il y avait un volet d'enseignement, il y avait un volet hôtelier, un volet aussi événementiel, qui pouvait avoir du sens. Mais au final, ça s'est conclu simplement à la fin que par un volet hôtelier pour lequel, personnellement, je n'y croyais pas. Et le projet de Michel Oyon, à ce titre, ça a été redit tout à l'heure, est quand même différent, puisque le projet hôtelier est une conséquence de son projet de base. C'est-à-dire qu'on remplit des hôtels parce qu'on arrive à attirer du monde. D'accord ? Ce n'est pas le fait d'amener des gens dans les hôtels qui vont faire amener un niveau touristique et un niveau économique important pour la ville. Donc, et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas de la part de Michel Oyon. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un chef d'entreprise aguerri, qui a fait ses preuves, qui est dans ce domaine en plus hôtelier, mais pas qu'hôtelier, puisqu'il gère aussi les franchises d'un certain nombre de magasins Galeries Lafayette, autres, enfin Grande Récré, etc. Enfin, tout le monde le sait. C'est public. Et donc je pense que c'est quelqu'un qui a quand même la tête sur les épaules. Je ne le connais pas, ce monsieur, hein, donc, mais de par son activité, son patrimoine, en qualité d'expert comptable, je me doute que c'est quelqu'un qui réussit parce qu'il a la tête sur les épaules. De là à être d'accord sur l'ensemble du projet, personnellement, je n'en sais rien, puisque effectivement, il n'a pas été réellement annoncé. Il y a juste... Globalement, en fait, ce monsieur est venu nous dire « Moi, j'ai la possibilité de porter ce projet à un niveau important qui permettra à la ville de rayonner. » Mais qui peut être contre sur cette base-là? Personne. Si on veut vraiment la réussite des Libournes, on ne peut pas être contre. Après, derrière, bien sûr qu'il y aurait des propositions. On pourrait être pour ou contre. Bien sûr qu'il y aura des critères à retenir. Mais dire aussitôt, sans aucun élément, ce projet, entre guillemets, il est complètement démesuré, c'est pas la peine de s'y pencher, je trouve que c'est quand même
mal appréhendé les choses, et au moins on peut laisser la chance à Michel Oyon de proposer quelque chose. Justement, derrière, on aura tout le loisir de pouvoir questionner. D'ailleurs, c'est ce que j'avais indiqué lors du conseil municipal précédent et qu'on avait fait avec Michel Oyon, et puis aussi au niveau de la Cali. Je souhaite évidemment que l'ensemble des élus soient fortement impliqués dans ce projet, justement pour pouvoir l'amender s'il est nécessaire, de pouvoir en parler aussi aux Libournais, pour qu'ensemble on puisse réussir quelque chose. C'est quand même un projet d'un niveau quand même européen, et ce n'est pas donné à toutes les collectivités de pouvoir porter ce projet, avec bien entendu ce qu'a rappelé monsieur le maire, le fait que pour la ville, le coût il est nul, et ça aussi c'est quand même important, lorsqu'on sait que certains projets doivent être portés de manière au moins partielle par les collectivités, avec un risque pour les finances publiques bien plus important. Donc, et je suis, pour en terminer, aussi étonné parce que c'est vrai qu'avec Christophe Dardenne, que je connais bien aussi, bien sûr, il est aussi chef d'entreprise, il valide aussi les prémices de ce projet. Et donc, d'une part, vous n'êtes pas forcément concertés ensemble, je pense, mais ça montre bien que il faut aller peut-être au-delà de vos convictions personnelles au départ et dire, bon, peut-être que moi, ça ne m'intéresse pas trop au départ, mais je vais attendre ce qui va m'être proposé. Vous voyez ? Voilà, je pense que dans la démarche de l'élu, je pense que c'est important d'avoir une certaine retenue au départ en attendant de connaître les différents éléments pour, là encore, effectivement, éviter les effets d'annonce. Et à un moment ou un autre, je veux dire, c'est quand même important. Voilà, merci. Merci. Qui peut être contre? Charles Pouvreau. Il y a un élément que, et je vais donner la parole à Christophe Luc Robin, je vous redonnerai la parole, mais il y a un élément quand même qu'on n'a pas mis sur la table aussi, ce que m'a rappelé Michel Oyon, c'est la création de 1000 emplois au moins. Au moins 1000 emplois. Hein? À Libourne. Bon, donc qui peut être contre? Quel que soit le projet, c'est Charles Pouvreau. Monsieur Gigot, vous avez votre réponse. Monsieur Christophe Luc Robin, je vous donne la parole ensuite. Je serai bref. Merci. Je partage l'analyse de monsieur Gigot. Je pourrais être dans l'opposition finalement. Je voudrais redonner un petit élément de contexte, puisque si les Libournais ne sont pas dans la salle, il y en a un certain nombre qui nous écoutent, et je pense à eux. Alors, ils ont vu au moins que leur conseil municipal pratique la démocratie et débat ardemment, mais des discussions que j'ai eues parfois dans la rue, je pense qu'il faut rappeler un petit contexte historique. C'est sous Louis XIV que les Libournais ont décidé de construire des casernes. Il a fallu 50 ans pour trouver de l'argent et pour commencer à les construire. Elles ont été utilisables sous Louis XV et Louis XVI. On a continué à en construire parce qu'au XIXe siècle, c'est l'État qui a pris en charge ces casernes. Les Libournais ont mis un peu d'argent au début, mais ils n'en avaient pas. C'est pour ça qu'il a fallu 50 ans pour les construire. Et à partir du XIXe, c'est jusqu'à nos jours, toujours l'État qui a géré ça. La ville de Libourne, elle avait des casernes dans sa ville, mais elle n'en a jamais eu la propriété. Elle n'en a jamais eu l'entretien. Et un jour, un président, il y a plus de 20 ans, 22 présidents d'ailleurs, parce que c'est une continuité entre François Mitterrand et Jacques Chirac, ont décidé, à tort ou à raison, de supprimer le service militaire. Et fin des casernes. Problème qui s'est posé dans un tas d'endroits, pas simplement à Libourne. Je me souviens fort bien à l'époque du problème. Un conseil municipal, d'ailleurs, dans son intégralité, majorité opposition, a voté l'achat de ces casernes par la ville pour ne pas voir le problème disparaître de ses mains. Ce n'était pas un investissement nul. Et pendant une quinzaine d'années, il y a eu des grands débats, des propositions à chaque élection municipale, à qui mieux pour dire voilà ce qu'il fallait faire. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Imaginez chacun d'entre vous, ainsi que tous ceux qui nous écoutent, que vous héritez du château de Vaux-le-Vicomte. Avec quel argent vous l'entretenez? Il n'a jamais été à vous, vous ne le gardez pas. Donc la ville de Libourne n'a pas les moyens d'investir des sommes colossales et de les engloutir dans un ensemble architectural qui est immense, puis en plus qui est immense, et puis qui est d'une qualité qui fait, c'est pas de la maçonnerie du dimanche qu'on peut faire. Donc ce projet, à part raconter des âneries aux gens, ne peut être porté
que par un extérieur. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Alors, j'ai bien compris qu'on suivrait de près majorité, opposition, les Libournais, etc. Et c'est très bien ainsi. Mais c'est une formidable chance. Parce qu'il y a encore un certain nombre de villes dans lesquelles les casernes, qui n'ont pas forcément... nous avons la chance d'avoir des casernes du 18e. Derrière, il y avait les casernes proto du 19e. Bon, ce n'est pas la même qualité architecturale. On a des casernes qui, architecturalement, sont exceptionnelles. J'ai quand même vu le petit projet qu'a présenté avec vous Monsieur Pétiollettan. Il a donc tout de suite pris en compte l'aspect patrimonial, l'architecture, avec cette espèce d'affaissement du sol. Enfin, moi, je trouve ça, sur le papier, très intelligent. Donc, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir quelqu'un qui accepte de venir à Libourne pour présenter un projet. Comme ça ne sera pas en 2 jours, chacun aura le droit de faire son commentaire. Mais je pense que c'est une chance formidable. On a échoué dans le précédent, avec le précédent qui avait fait une proposition. Et de toute façon, il faut que les Libournais sachent que la ville, leurs impôts, ne peuvent pas le faire. Donc il va falloir qu'on le fasse en collaboration avec quelqu'un qui vient investir. Et je pense que, pardonnez-moi cette expression triviale, on a tiré le gros lot. À nous maintenant de participer à tout ça. Merci. Monsieur Pouvreau, vous avez la parole pour vous défendre. Bon, oh oui, vous savez, j'ai le cuir épais. Non, il y a quelque chose quand même d'assez désagréable dans tout ça, c'est de remettre en cause mon engagement pour Libourne et le fait que je puisse souhaiter du bien pour Libourne. Le fait que je me sois engagé pour la ville de Libourne, ce n'est pas neutre. À la différence de certains, je ne vis pas de la politique, donc c'est du temps qui est pris sur ma vie de famille et sur ma vie professionnelle. Et donc l'engagement, je pense qu'il faut l'entendre aussi sous cet angle-là. Ensuite, je prends avec bonheur les conseils que je peux entendre, un peu moins les leçons de certains professeurs, puisque je ne suis pas l'élève de personne ici. J'assume complètement mon point de vue. Alors je remercie, la seule leçon que je veux bien accepter, c'est celle de mon collègue Christophe Luc. Robin, une leçon d'histoire, et merci pour ça. Évidemment qu'il faut quelqu'un d'extérieur qui porte un projet comme ça. Mais quand même, mes chers collègues, ça fait 10 ans qu'on n'arrive pas, ou 15 ans qu'on n'arrive pas à aboutir sur ce sujet-là. On a eu quand même une déconvenue majeure sur la dernière mandature. Et encore une fois, je ne fais aucun grief et aucune forme d'agression là-dedans. Mais comprenez bien quand même que c'est plus... Encore une fois, je prenais l'expression lundi dernier de Jacques Chirac qui dit « plus c'est gros, plus ça passe ». C'est plus que du doute que quand on envoie 200-300 millions d'euros d'investissement avec 6 à 8 millions de visiteurs, 3 fois le Futuroscope. Bon, et puis je crois sincèrement que sur le fond, si tant est qu'on puisse y arriver, je ne suis pas sûr que ça soit bon. Voilà, pour la vie quotidienne des Libournais. Alors, j'espère qu'on restera sur le sujet de fond, qu'on aura l'occasion d'en débattre, évidemment. Pour le reste, bon, pas trop de commentaires. Pour parler d'un sujet de fond, il faut le connaître. Il faut accepter au moins que quelqu'un vous le présente, ce qui ne fut pas votre cas. Concernant, et le seul qui a pu vous le présenter, c'est Christophe Dardenne, vous lui avez mis deux claques dans la presse ce matin en lui disant « le chef c'est moi, donc celui qui s'exprime au nom de mon groupe c'est moi », c'est comme ça que ça a été traduit. Vous ne vivez pas de la politique parce que vous n'avez jamais été élu, au sens que vous avez toujours été battu, alors même que vous avez été candidat à tout, et peut-être que vous le serez à nouveau. Et dernièrement, sur votre engagement pour Libourne, oui, les Libournais doutent, en tout cas je fais partie de ces nombreux Libournais qui doutent de votre engagement pour Libourne, parce que depuis le début du mandat, on ne vous a vu nulle part. Je le redis, au sein de cette Assemblée, vous êtes le seul élu, et j'associe les élus de votre groupe et les élus de l'opposition, vous êtes le seul élu à ne pas avoir distribué un masque aux Libournais. Vous avez été absent quand il fallait mouiller le maillot, c'était juste après l'élection, pour essayer de protéger les Libournais. Je crois même que vous n'étiez pas sur Libourne, ce qui est parfaitement votre droit, mais... Oui, vous étiez... mais on était confinés, ouais, on était confinés, mais il y avait des Libournais quand même qui distribuaient des masques, parce que c'est notre rôle aux côtés des soignants, aux côtés des soignants, c'était notre rôle d'être là. Et le seul qui était absent, c'était vous. Je vous ai confié une commission de contrôle financier, parce que c'était au cœur de votre campagne, vous doutiez de la sincérité, vous avez toutes les manettes
pour démontrer que vous aviez raison ou tort, j'en sais rien. Vous n'en faites rien parce que vous ne travaillez pas. Voilà. Et M. Malherbe a rappelé, dommage, non, je ne vous redonne pas la parole parce que là, pour le coup, c'est moi. Effectivement, vous êtes un élu absent. Absent de Libourne, comme vous êtes absent des instances municipales. Comme vous étiez absent lorsque Michel Oyon est venu pour présenter un projet sur lequel vous avez tant à redire, mais vous n'en connaissez absolument rien, vous n'avez pas pu débattre avec lui, vous n'avez pas pu le questionner, mais vous êtes sur une opposition frontale, brutale, stérile, et je le regrette parce que Libourne vaut mieux, et je pense que vous-même, vous valez mieux que ce que vous affichez devant les Libournais aujourd'hui. Merci, pardon à Gabi de l'avoir amené sur ces dérives un peu politiques, mais enfin, il était normal que nous prenions du temps pour parler d'un grand projet, le projet dont parlent les Libournais, et c'était normal de rebondir sur les propos que vous aviez tenus et qui étaient, peu amènes à notre égard collectif. Et je ne croyais bien que quand les élus de l'opposition s'expriment, je ne confonds pas leurs propos avec de la compromission à notre égard, et encore moins à une volonté de rejoindre la majorité. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de jouer la carte de Libourne. Vous reprenez la parole pour une signature du procès-verbal de mise à disposition totale des liens affectés à cette compétence. Je parle du port. Oui, merci Monsieur le maire. On reste dans le tourisme fluvial qui concerne 28 000 touristes par an, dont c'est modeste. Et il s'agit du transfert du port Libourne-Saint-Émilion de la ville de Libourne à la CALI. Pour le bon fonctionnement et une bonne exploitation de celui-ci, la mise à disposition des structures existantes est nécessaire. Donc, il s'agit notamment des 3 pontons et de la capitainerie Sanson-Belvédère. Pour votre information, la capitainerie et l'antenne de l'Office de tourisme intercommunal vont être inaugurées le 5 mars. Merci. Ça, pour le coup, c'est pas trop tôt. Merci. Avec votre accord, c'est accepté. Merci, Madame Hopper. Laurent Kermabon, pour des délibérations d'effacement de réseau. Oui, tout à fait. Une première et une seconde délibération plutôt technique pour des effacements de réseau de télécommunications. La première, avenue de la Roudet. Donc ça se fera par une convention avec le SDEG, syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde, et qui sera désigné comme maître d'ouvrage de cette opération qui sera faite parallèlement avec les travaux d'effacement des réseaux électriques. Cette convention temporaire de maîtrise d'ouvrage doit être établie entre le SDEG et la commune de Libourne. La participation financière de la ville s'élève à 91 078 € pour cet effacement avenue de la Roudet. Et concernant la place Gadet, il s'agit de la même chose pour un coût de 5 580 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la signature du maire pour ces conventions. Merci. Avec votre accord, c'est accepté avec une précision. Je parle sous contrôle de Denis Sirdet. On est en train d'affiner le budget primitif que nous adopterons en avril sur les travaux. Jean-Philippe Le Gall est absent pour les raisons Covid que vous connaissez. Nous avions 3 projets que nous pensions pouvoir porter cette année. C'était un espace vert devant le cimetière Quinault, la réfection du village des Dagueilles, et puis la réhabilitation de la place Gadet. La place Gadet sera inscrite aux 25% en novembre-décembre, et les travaux débuteront donc cet hiver, mais on retarde ces travaux de quelques mois pour tout simplement des choix budgétaires. Avec votre accord, merci. Monique Julien, avenant au groupement de commande. C'est une modification de la liste des membres. Le groupement de commande pour l'achat de formations obligatoires en matière d'hygiène et de sécurité a été créé le 15 octobre 2013, date de signature de la convention constitutive. La CALI coordonne ce groupement. Le syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement du Nord Libournais, le SIEPA, est membre constitutif de ce groupement. Le marché 2020-2022 issu de ce groupement, relatif à l'achat de ces formations, s'achève le 31/12/2022 par un avenant 2 à la convention constitutive du groupement de commande. Ces membres ont acté le retrait du membre syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement du Nord Libournais.
suite à sa dissolution programmée à la date du 1er janvier 2020. Il se trouve que ce syndicat n'a finalement pas été dissous au 1er janvier 2020. Il convient donc de réintégrer cette collectivité à la liste des membres du groupement de commande. Merci, ma chère collègue. Avec votre accord, je vous remercie et vous présenterez lors du prochain conseil, je fais du teasing, chère Monique, vous présenterez également notre ambition en matière de bienveillance animale, de bien-être animal et en particulier toute une politique sur la castration des chats errants. Mais on avait prévu de le faire ce soir, mais comme la loi est en cours, je vais regarder ce que dit le législateur pour pas prendre une délibération si on était obligé de le faire. En tout cas, on a la volonté de castrer les chats errants pour limiter la divagation de quelques centaines de chats à Libourne. Merci. Bilal Aloul, une délibération annuelle qui vise à la mise à jour du linéaire de voirie communale. Monsieur le maire, chers collègues, comme tous les ans, nous présentons une délibération du conseil municipal sur la particularité des incorporations mètres linéaires de voirie communale. Pour l'année 2020, nous passons de 126 992 mètres linéaires, presque 127 km, à 128,92 mètres linéaires, un peu plus de 128 km, soit 1 km 100, permettant ainsi un ajustement à la hausse de la dotation globale de fonctionnement. Voilà, monsieur le maire. Avec votre accord, j'imagine, merci. Et enfin, on en terminera là, cher monsieur Leny, par une délibération signature d'un contrat entre la ville et le Centre français d'exploitation du droit de copie. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Je ne vais pas vous lire la délibération parce que vous l'avez tous lu. C'est plus qu'une délibération que je vous propose ce soir, c'est un engagement de la ville de Libourne pour la presse et sa liberté. À l'heure où les médias connaissent des difficultés économiques, subissent des diverses pressions, les collectivités publiques ont un rôle à jouer afin de garantir la neutralité de l'information par la juste rémunération des organes de presse. La ville de Libourne souhaite prendre fidèlement sa part dans ce combat pour les abeilles de la démocratie et garantir en tout temps leur complète indépendance. Voilà, monsieur le maire, le message de cette délibération. Avec votre accord, merci. Écoutez, ce conseil se termine. Juste un dernier mot, parce qu'il y avait aujourd'hui des manifestations un peu partout en France, dont une à Libourne, du SIAD, service de soins infirmiers à domicile, avec les oubliés du Ségur. Bon, il ne m'appartient pas ici de régler les problématiques du gouvernement, mais d'essayer de régler déjà ce qui concerne l'administration de la ville de Libourne et du CCS, même si j'excuse notre collègue Sandy Chauveau qui pour les mêmes raisons est absente ce soir. Nous recevrons avec Laurence Roued et Sandy Chauveau le personnel du SIAD et mardi, je crois que ce sera mardi matin, et nous ferons en sorte de traduire par les actes et par des gestes, y compris financiers, tout ce que nous pensons de bien de ces personnes qui, depuis maintenant des mois, interviennent à domicile en prenant parfois des risques, souvent des risques, sur leur propre santé. Elles, parce que ce sont souvent des femmes qui sont mal payées, et donc je veux leur dire ce soir le soutien de la collectivité qui se traduira encore une fois par des décisions dès mardi prochain en ce qui concerne notre gouvernance. Et je fais mien leur volonté, ou je fais mienne leur volonté de voir assez vite le gouvernement amplifier au SAD, par exemple, au service à domicile, pas simplement infirmier, les primes grand âge, par exemple, qui ont pu être attribuées. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous nous retrouverons, j'ai déjà oublié, le 16 mars pour le débat d'orientation budgétaire préalable au budget primitif. D'ici là, je vous souhaite de bons moments et de prendre soin de vous.